ce feuilleton tout à fait macabre et si cruel au cours du corps, mais parlons aussi de l'aspect strictement militaire, puisque là aussi il y a une forme d'escalade dans le défi que Poutine lance à l'Occident, mais aussi dans le sursaut occidental. Alexia, les F-16, le fameux tabou de l'usage des F-16 en territoire russe est en train de bouger pour la première fois. C'est une première, vous l'avez dit depuis le début de la guerre. L'OTAN vient de lever un tabou. Désormais, ces F-16 tant attendus pourraient être utilisés pour frapper le territoire russe. Autorisation accordée par Jens Stoltenberg en personne. Voici ce qu'il dit. Nous devons nous rappeler que l'on est en présence d'une guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et au vu des lois internationales, l'Ukraine a le droit de se défendre, y compris en frappant des cibles militaires légitimes, des cibles militaires russes situées à l'extérieur de l'Ukraine. C'est la loi internationale et bien sûr, l'Ukraine a le droit de se protéger. L'aval est donc donné pour utiliser ces F-16 et on le voit sur des images très récentes. Des soldats ukrainiens sont même en train de s'entraîner au Danemark, précisément sur ces avions de chasse. Des formations ont lieu également aux États-Unis, au Royaume-Uni ou encore en Roumanie. Alors pour le moment, il est impossible de savoir très précisément quand ces avions arriveront en Ukraine, mais le Danemark en tout cas a apporté une précision. Il devrait être livré au deuxième trimestre 2024. Une source militaire française expliquait il y a quelques semaines, de toute façon, il n'y aura pas d'annonce officielle, on s'en doute. On apprendra la livraison des F-16 quand on les verra voler en Ukraine. Une chose est sûre, leur utilisation pourrait faire une différence de taille sur le terrain. La raison, c'est que ces avions sont équipés de missiles à longue portée, ouvrant le champ des possibles concernant les cibles qui pourraient être visées par Kiev, la Russie faisant donc partie de ces cibles potentielles. Et les Occidentaux ont toujours été réticents, on le sait, on en a quand même beaucoup parlé ici, quant à leur livraison, craignant une escalade du conflit. Mais il y a une particularité en fait concernant ces F-16. Kiev ne pourrait pas cibler la Russie sans prévenir le pays fabricant et le pays fournisseur de F-16. C'est ce que nous expliquait Gérard Haraud sur l'antenne d'LCI. Écoutez. Pour les F-16, il faudra l'autorisation des États-Unis et l'accord de la Norvège. Et à chaque fois, ils devront préciser ce qu'on appelle l'usage final et donc en particulier les conditions d'utilisation de cet avion. Donc on a compris, une frappe sur le territoire russe ne serait pas si évidente que ça. Jusqu'à présent, 4 pays se sont engagés à envoyer des F-16 à l'Ukraine. La Belgique, le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas. Tous disposent d'exemplaires anciens ou déjà sortis de leurs arsenaux, mais dont le nombre maximum d'heures de vol n'a pas été atteint. Pour le moment, les Occidentaux entretiennent le flou sur le nombre précis d'appareils qu'ils devraient livrer, mais dans les milieux militaires, et vous nous le confirmerez, on laisse entendre que Kiev pourrait recevoir cette année une soixantaine de F-16. Alexia, merci beaucoup. Comment comprendre que Stoltenberg, qui n'est pas l'homme le plus courageux du monde d'habitude, enfin il est quand même, il dépend évidemment de tous les autres dirigeants de l'OTAN, il ne dit jamais des choses au hasard. Pourquoi maintenant ? D'abord, Stoltenberg, il a besoin d'exister. Parce que moi, la première chose que je dis, absolument comme Gérard Haraud, c'est que l'OTAN ne possède pas de F-16. Ce sont les pays membres de l'OTAN qui ont des F-16. Et ces F-16 sont fournis de manière bilatérale par les pays membres de l'OTAN. Donc, ils devront se plier à la décision des pays fournisseurs, c'est-à-dire la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, et puis le quatrième, c'est ? La Norvège. La Norvège, voilà. Mais Stoltenberg n'a aucune autorisation à donner en quoi que ce soit sur ce truc-là. Allons au nerf. S'il dit ça, en réalité, est-ce que c'est les Américains qui lui ont dit « tu peux y aller, mon gars » Les Américains, j'imagine pas. Un seul instant, M. Stoltenberg s'exprimer sans l'aval. Surtout sur un point aussi sensible. Sur un point aussi sensible, bien évidemment. Effectivement, formellement, je suis d'accord. C'est pas la première fois qu'il le ferait. D'accord. S'il a besoin d'exister, je ne pense pas que c'est son problème. C'est notre sort à tous. Et de toute façon, il va bientôt partir, comme vous savez. Son remplaçant sera bientôt nommé. Donc non, je crois qu'il s'exprime au nom de l'OTAN. Il y a une préoccupation aujourd'hui. S'il le fait, c'est qu'il a l'aval des États-Unis. Et dès lors que les États-Unis auront donné leur aval, bien évidemment que les pays membres de l'OTAN accepteront. Alain Bauer allait encore plus loin, pardon. Alain Bauer allait encore plus loin dans l'hypothèse. On n'a rien à accepter. Il faut en disant, sans doute, ce sont ces 4 pays-là qui sont enfin, c'est pas un problème de l'OTAN. C'est un problème entre les États-Unis et ces 4 pays-là.
terminer. Vous savez bien qu'en droit et en politique, il y a le formel. Non. Et puis il y a. Non, mais je veux dire, si L'un après l'autre. si la Maison-Blanche dit les États-Unis, il faut y aller, il faut fournir des F-16, dans quelle mesure les pays européens qui sont complètement défendus par les États-Unis refuseraient cette requête des États-Unis? Je ne l'imagine pas. Quel est le signal ici que les Américains veulent donner? Parce qu'on a bien compris, si Stoltenberg fait ça, c'est qu'à Washington, on lui a dit « tu peux y aller ». C'est clair. Voilà. Quel est le signal? Fittelman, c'est vous l'homme de guerre aérien. C'est à vous de parler. En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi on se pose la question. Les Ukrainiens utilisaient les drones de l'OTAN, fournis par la Turquie, pour aller bombarder jusqu'à Briansk, en Russie, déjà en 2022. On a utilisé les systèmes de défense aérien de l'OTAN, les Patriotes, pour abattre des avions russes au-dessus du territoire russe. Oui, ça bombardait pas le sol. Donc en fait, c'est quelque chose qui est déjà acquis. Ouais. On a le ministre français de la Défense des armées, qui a dit qu'il autorisait, que c'était normal que les Ukrainiens puissent utiliser ces systèmes. Non, vous avez dit Tillman. Non, il l'a pas dit comme ça. Et je peux dire que j'ai eu des explications précises après. Il n'était pas content que ça ait été compris comme ça. Parce que c'est comme ça que donc le ministère des Armées a bien reprécisé qu'il n'y avait pas d'évolution de la doctrine française. Voilà, je le dis de manière parce que donc clairement, attendez, qu'on comprenne bien. Qu'on le comprenne bien, la France considère qu'on ne peut pas utiliser du matériel français pour frapper à l'intérieur de la Fédération de Russie. Les F-16, ça ne nous concerne pas, comme disait le général à l'instant. Oui, mais c'est intéressant, c'est important de le rappeler. Non, mais on me l'a rappelé, on me l'a dit dans les yeux, parce que ça avait été discuté ici, et on m'a même envoyé un SMS. Bravo. Alexia. Vous allez nous le préciser, mais est-ce que la position de Stoltenberg, elle pourrait libérer finalement le Danemark, la Norvège, pour que ça soit possible demain? Est-ce que ces pays pourraient autoriser qu'il y ait des frappes? Samantha, qui intervient ici parfois sur le plateau, elle l'a dit très clairement, elle a participé à la rédaction de certains de ces textes qui sont lus par les directeurs de l'OTAN. Et elle dit, chacune des virgules sont discutées et validées par l'ensemble des membres concernés. Donc ça veut dire que ça, c'est validé par les États-Unis et par les pays fournisseurs, qui vont suivre avec la Pologne et d'autres pays qui vont fournir aussi. Il y en a qui pèsent plus que d'autres. Allons, sans méchanceté, le Luxembourg pèse peut-être un peu moins que les États-Unis d'Amérique. Oui, mais il n'a pas de F-16, donc il n'aura pas son mot à dire, en fait. C'est bien ça. Ce sont les pays fournisseurs avec les États-Unis. Plus profondément, c'est 5 pays qui peuvent mettre leur veto ou dire oui. Mais plus profondément, il y a quelque chose de profondément idéologique là-dedans. La Russie utilise des missiles nord-coréens et iraniens pour taper sur l'Ukraine, en ne respectant pas accessoirement la limite de 300 km que nous on impose. Quand on fournit des missiles à l'Ukraine, on réduit leur capacité et leur portée pour qu'ils ne portent pas au-delà des 300 km par respect des traités de non-prolifération. Nous, on impose aux Ukrainiens de se battre avec une main dans le dos jusqu'à maintenant. Et bien là, on leur dit, puisque les Russes ne respectent pas les règles, faisons-le également. Est-ce que le plan va plus loin encore? Je faisais référence à Alain Bauer qui connaît très bien ça. Il a été conseiller très direct d'un certain nombre de ses gouvernements et il dit, si les Américains en sont là, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de cibles pour lesquels les Américains ont dit voilà, ça c'est légitime, ça ne l'est pas. Donc il y a des listes d'objectifs très concrets qu'on peut frapper ou non. Bien sûr, je pense que d'abord des cibles militaires, parce que les Ukrainiens ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas souhaiter être accusés de crimes contre l'humanité, etc., et des crimes de guerre. Donc il y a des cibles militaires qui sont tout à fait légitimes. Et c'est cela, effectivement, qui serait visé. Et je pense que s'agissant de viser certaines cibles, les États-Unis donneraient bien évidemment leur accord. Et je n'imagine pas un seul instant des pays de l'OTAN qui seraient défendus par l'OTAN s'il y avait une invasion, ne pas donner leur aval pour la livraison de ces F-16 et les missiles à longue portée également. La question se pose pour les missiles de longue portée. Mais on a bien vu que le chancelier Scholz était assez réticent puisqu'il n'a pas accepté qu'on puisse livrer des missiles Taurus pour frapper le sol russe. Donc évidemment qu'il y a un choix politique à faire. Même la France devra faire ce choix politique et je pense qu'on s'en rapproche. Parlons de la France. Sur notre antenne, hier, Bernard Kouchner franchissait un autre tabou qui est celui des hommes au sol. Est-ce que oui ou non, on peut envoyer des Français combattre en Ukraine, à la frontière de l'Ukraine? L'idée paraissait complètement farfelue il y a 2 ans. On a été très loin. Et petit à petit, les tabous ont sauté les uns après les autres. Est-ce que c'est le tabou ultime? Écoutez d'abord sa déclaration. Alors, certains diront il n'est pas grand stratège militaire, certainement pas, mais il a été le théoricien du tapage pour défendre les droits humains dans d'autres pays. Il est d'ailleurs très prudent dans sa déclaration, mais très clair. Je voudrais y être favorable. Oui, je suis favorable à cela. À des mais troupes comment, au sol, je ne sais pas. À des troupes au sol. À des troupes qui défendraient fermement, oui, les troupes au sol, peut-être à la frontière, mais montrer que nous sommes prêts à défendre cette démocratie naissante, cette démocratie affirmée, et en temps de guerre, c'est encore plus difficile. Oui, je pense que
c'est pas facile à dire, de déclencher la guerre pour son propre pays. C'est pas facile. Ça veut dire que ça va coûter des sacrifices, etc. C'est ce qu'a fait Zelensky. Voilà. Tout est révélateur, n'est-ce pas? L'hésitation, on sent bien que c'est très délicat à dire, mais c'est ce que pensent un certain nombre de gens. D'ailleurs, je rappelle que le général Yakovlev lui-même disait on aurait pu bombarder autour de Mariupol des batteries russes pour les empêcher de frapper. Moi, je dirais que le problème, c'est qu'il y a en Europe le principe de responsibility to protect, qui interdit de faire des guerres. C'est ça le problème. Quand on a la guerre avec les barbares, il faut la faire à la façon barbare. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et je voudrais juste dire que Willy Brandt est rentré à Berlin en uniforme de l'armée suédoise. Et il est devenu le président de l'Allemagne, et c'était lui qui s'est agenouillé devant... Pour demander pardon des crimes allemands. Si on arrête cette espèce de schizophrénie qui est de dire on ne fait que des opérations spéciales, humanitaires, militaires, dans les règles, et qu'on demande celui qui a produit l'avion, il y a aussi l'avionique dans l'avion, donc il faut peut-être écrire à celui qui a construit l'avionique. Ça veut dire que vous seriez pour envoyer des troupes, ou en tout cas des commandos? Moi, je pense que quand il y avait le temps où les guerres étaient des vraies, elle était moins barbare que celle qu'on voit aujourd'hui. Juste un point de droit, parce qu'il n'y a pas de règles. La légitime défense, ça existe dans la charte de l'ONU. Un pays peut venir au secours d'un autre, c'est tout à fait, c'est article 50 ou je ne sais plus quel, 50 et quelques. Ça existe, n'est-ce pas? La légitime défense existe. Et l'aide à la légitime défense. C'est dans la charte des Nations Unies, effectivement. La légitime défense, c'est tout pays qui se considère comme étant agressé. Et d'ailleurs, il n'y a pas nécessairement une demande d'autorisation de l'ensemble des pays de l'OTAN. C'est dans la charte des Nations Unies. Donc l'Ukraine a le droit de se défendre, et tout pays qui considère qu'il est lui-même agressé de cette façon pourrait se défendre. Et ou venir en aide. Et venir en aide. Et donc, effectivement, il semble que le scénario défendu par M. Kouchner soit effectivement crédible. Alors, est-ce que ce serait des troupes au sol? Il a été extrêmement prudent, effectivement. Ce serait un choc énorme. Il faut dire une grande partie de l'opinion serait vent debout contre. Il ne faut pas le sous-estimer. Une immense partie. Ça veut dire qu'un pays peut venir en aide sans demander l'autorisation des autres. Regardez ce qu'ont dit les Polonais. C'est ça. Regardez ce qu'ont dit. Mais ça veut dire qu'ils engagent. Si les Polonais veulent y aller, ils prendront une décision politique pour y aller. Ils n'auraient pas forcément l'autorisation de l'OTAN, de la même façon que si les États-Unis, et on est dit Donald Trump, mais on ne sait pas ce que fera Donald Trump, il pourra aussi décider d'envoyer un commando sur place. Et donc, effectivement, c'est tout à fait possible. Bon, ce qu'il veut dire simplement aussi, c'est que si la Pologne commence à avoir des revers pour son intervention aux côtés de l'Ukraine de manière unilatérale, l'article 5, lui, n'est pas... aura difficilement sera difficile à être mis en place. Il faut quand même bien être conscient. Vous voulez dire qu'on soit bien conscient qu'un pays qui entre en guerre après se met en incapacité d'être aidé? Oui, en tout cas pas dans l'obligation, parce que l'OTAN, c'est véritablement l'article 5, c'est une alliance défensive. Donc à partir du moment où la Pologne se met en état, je dirais, de défense de l'avant et s'engage volontairement de manière unilatérale aux côtés de l'Ukraine, on ne rentre absolument pas dans ce créneau. Donc il faut aussi se méfier. Alors, moi je pense que là pour le moment, on a déjà des troupes d'abord de l'OTAN maintenant qui sont en Roumanie, qui sont en Lituanie, qui sont aux Pays-Baltes, qui sont un peu partout. Donc on est quand même, j'allais dire, sur le Limès, à la frontière de l'Ukraine. Maintenant, regardez, ça, je peux vous dire que ce n'est pas étudié dans les états-majors, ça, l'intervention. Ça n'est pas étudié. Aujourd'hui, on étudie l'aide, effectivement, logistique, industrielle. Ça n'est pas étudié. Et la meilleure preuve, c'est que dans les 44 milliards, et maintenant on va monter à 2, peut-être plus, on est à 2 d'ailleurs, et on va monter presque à 3% du PIB, le format de l'armée française n'est pas prévu pour être épaissi. Il n'y a pas la création de brigades, il n'y a pas la création de régiments de chars, il n'y a pas la création de rien du tout. Alors l'un après l'autre, attendez, pas ensemble. Parce que là, vous disiez à l'instant, ce n'est pas étudié. Ça veut dire qu'il n'y a pas de précédent qu'on... Ce qui est étudié, c'est les plans de défense de l'OTAN. Mais moi, je rappelle que même moi, quand j'étais jeune, où on se battait soi-disant contre l'Union soviétique, il n'a jamais été étudié, moi je ne l'ai jamais fait, jeune lieutenant ou capitaine, d'entrer sur les territoires du pacte de Varsovie. On ne faisait que de la défense à partir de la Troïde Fulda à la frontière tchèque, et on faisait du combat de retardateur et défensif.